Bonjour à tous et à toutes, bonjour Sonia. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, dernier jour de campagne. Notre invitée ce matin pour une heure d'entretien, la candidate du Rassemblement National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et nous réalisons cet entretien en direct depuis la ville d'Arras, où vous avez fait un meeting hier soir. Et nous allons évoquer Marine Le Pen ces dernières heures de campagne. Ce sont les tout derniers mètres, le sprint final d'une course présidentielle inédite à plusieurs égards. Nous reviendrons bien sûr sur votre débat avec Emmanuel Macron et évidemment le choc des projets. Alors vous achevez cette campagne, cette longue campagne, parce que vous êtes entré en campagne très très tôt. Dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes en colère? En colère contre Emmanuel Macron? En colère contre les critiques qui ont été mises à votre encontre? Non, je ne suis pas en colère. Je note, comme d'ailleurs des dizaines de millions de Français, que la tonalité a brutalement changé entre le premier et le deuxième tour. C'était attendu. Ah bon? Donc il est absolument naturel que l'ensemble des médias, des institutions déclenchent la diabolisation après le premier tour. Si vous le dites, c'est vrai que c'est une tradition française, mais je trouve que c'est pas une tradition très démocratique. Voilà, la réalité, c'est que j'ai un projet, il est transparent, je l'ai présenté, je l'ai conçu avec les Français, je l'ai présenté à tout le monde depuis des mois et des mois. Et ce dont j'entends parler depuis 10 jours n'a rien à voir avec mon projet. En réalité, la description qui en est faite ne correspond pas à ce que je souhaite faire. Donc voilà, j'appelle les Français à aller vérifier par eux-mêmes, se faire une opinion par eux-mêmes, en lisant ce que je leur propose de faire pour répondre au saccage qui a été celui d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. On va en parler, Marine Le Pen, mais vous-même, vous avez changé de ton. Par exemple, hier, lors de votre meeting, vous aviez un ton beaucoup plus offensif, direct, virulent, un ton que vous n'aviez pas tenu lors du débat avec Emmanuel Macron. Pourquoi avez-vous donné les coups symboliques hier plutôt qu'au débat? Non, mais d'abord, ça n'est pas le même exercice. Deuxièmement, c'est le dernier jour. Je crois qu'il était important que les Français comprennent qu'ils ont deux choix. Et que le choix d'Emmanuel Macron serait un choix où les choses seraient en partie irréversibles. Quand Emmanuel Macron supprime le statut des diplomates, quand il supprime le statut des préfets, lorsqu'il envisage de supprimer le statut des enseignants, ces choses-là sont quasiment irréversibles. C'est une destruction des piliers de la République. Il faut, je crois, c'est le moment que chacun en conscience se rende compte des conséquences qui pourraient être celui d'un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron. Et vous avez dit aux Français d'aller faire un vote, un choix de raison et de cœur. Pourquoi seriez-vous la candidate de cœur et pourquoi vous lui ôtez cet amour des Français? Mais parce qu'ils n'aiment pas les Français. Ils ne les aiment pas. Non mais écoutez, pardon, regardez le comportement qu'il a eu pendant 5 ans. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, de les traiter avec brutalité. Tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes pour les Français. Et ça, je crois que chaque Français l'a ressenti. Et d'ailleurs, il l'a exprimé à nouveau lors du débat. Cette arrogance qui n'a échappé absolument à personne. Un président ne devrait pas se tenir comme ça. Ce dédain, oui, ce dédain. Pourquoi il y avait dans l'attitude quelque chose qui vous a choqué? Mais bien sûr, qui a choqué la France entière. Pour le coup, nous avons tous eu la même réaction, le même ressenti. Mais je n'en ai pas été étonné parce qu'en réalité, le comportement qu'il a eu à mon égard, c'est le comportement précisément qu'il a eu à l'égard des Français pendant 5 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dit de sa personnalité aussi, parce que vous savez, une élection présidentielle, c'est un projet bien entendu, mais c'est aussi la personne qui le porte. N'est-ce pas réducteur? Ce qu'on est, non, parce que ce que l'on est, par rapport au choc des projets. Non, parce que ce que l'on est détermine ce que l'on fait. Et je crois encore une fois que les Français ont pu s'en rendre compte dans les 5 dernières années. Et quand Emmanuel Macron vient dire que le seul regret qu'il a, c'est de ne pas être allé assez vite. Moi, je dis aux Français, attention, parce que plus vite, ça veut dire plus loin, ça veut dire plus fort, et d'ailleurs... Plus vite pour changer leur vie. Hier. C'est la phrase... Non, plus vite pour mettre en place les réformes qui sont le fondement en fait de son projet, qui est la déconstruction de l'État-nation, qui est la déconstruction de notre système de protection sociale, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur la vie quotidienne des gens, plus vite pour transférer en fait la souveraineté de la France à l'Union européenne, pour en faire, comme disait Monsieur Castaner d'ailleurs, une région, parce que Monsieur Castaner avait dit quelque chose de très révélateur. Il avait dit l'élection présidentielle est une élection en réalité
locale. C'est une élection quasiment régionale, d'une région d'Europe. Eh bien, moi, je considère que la France n'est pas une région d'Europe. C'est un grand pays puissant, libre, souverain, indépendant, et je souhaite qu'il le reste. Encore un mot du débat, on ne va pas y passer toute l'émission, mais c'est important de voir pourquoi vous avez adopté une attitude un peu plus en retrait, moins dans l'attaque, plus que lui. Vous avez retenu vos coups lors du débat de mercredi soir. Non, mais je ne retiens pas mes coups. Pourquoi ? Parce que vous ne vouliez pas donner l'impression d'agressivité qui vous avez nuit en 2017. Mais non, j'ai la chance d'avoir 15 millions de Français à qui je peux dire ce que je souhaite faire. Donc j'aurais pu effectivement dépenser beaucoup de mon temps à contrer l'ensemble des mensonges qui ont été proférés par Emmanuel Macron pendant ce débat. Il n'y a eu qu'un seul débat. Mais encore une fois, je pense que les Français savent pertinemment, parce qu'ils le vivent dans leur vie quotidienne, les conséquences qui ont été celles de la politique d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas venir leur expliquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont souffert. Ce que je voulais leur expliquer, c'est que ça n'est pas une fatalité, qu'un autre choix est possible et que le projet que je veux mettre en œuvre est un projet qui renforcera notre pays, qui évidemment renforcera le pouvoir d'achat, mais également l'économie, la sécurité et mettra fin à une immigration qui est depuis de trop nombreuses années anarchique et massive. Marine Le Pen, encore une question sur ce débat. Malgré tout, certains peut-être vous ont vu un peu corseté, retenant vos coups politiques, évidemment. Oui, c'est toujours trop ou trop peu. Est-ce qu'une stratégie, c'est un manque d'arguments? Non, mais c'est important parce que vous aviez dénoncé une forme de brutalité les 15 derniers jours. Vous-même avez retenu vos coups lors de ce débat. Et à la fin du débat, on a noté que vous avez dit que c'était un débat de bonne facture, de bonne tenue. Donc, oui, on a vu des débats pendant la campagne. L'attitude tout de suite. Non, mais on a vu des débats pendant la campagne présidentielle qui ont été des débats qui étaient impossibles à suivre. Je veux dire, des chamailleries de cours d'école. Donc ça n'a pas été le cas. En revanche, c'est vrai que le comportement, encore une fois, du candidat Macron, qui est président quand même en exercice encore, était dans sa nonchalance totalement déroutant. Quand il vous dit « venant d'où vous venez, vous ne devriez pas évoquer le général de Gaulle », référence évidemment à l'origine du Front National anti-gaulliste, ça vous heurte ? D'abord, il se trompe, car la réalité, c'est que si mon mouvement a été à son origine opposé à la politique en Algérie, en réalité du général de Gaulle, la Constitution de 1958 a toujours été considérée par nous comme un trésor. Et c'est lui, en réalité, qui est en train d'effondrer cette Constitution. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça n'est plus qu'une devise. Je veux que ce soit à nouveau une réalité. Et c'est pour ça que j'appelle à une renaissance démocratique par l'intermédiaire d'outils qui vont réconcilier le peuple avec la direction de la nation, parce que je le rappelle, et je le rappellerai toujours, le seul souverain en France, c'est le peuple. Vous appelez, vous insistez sur cette renaissance démocratique, Marine Le Pen, au moment où il y aurait une forte abstention, peut-être dimanche. Justement, comment arracher ces abstentionnistes? Vous avez insisté sur l'attitude du président candidat, lui-même évoque, il en a parlé hier, l'extrême droite. Est-ce que des deux côtés, c'est vraiment les arguments pour arracher ces abstentionnistes à leurs activités le dimanche et les faire venir dans l'isoloir? Pardon, mais moi, ça fait 8 mois que je cherche dans cette campagne présidentielle à arracher les Français à l'abstentionnisme. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut arracher les Français à l'abstentionnisme en refusant de faire campagne comme il l'a fait avant le premier tour et en descendant de l'Olympe exclusivement pendant quelques jours pour pouvoir, en réalité, plutôt que de présenter son projet, insulter gravement son adversaire. Moi, je pense que c'est par des outils démocratiques qu'on peut réduire la fracture qui existe aujourd'hui entre le peuple et ses représentants. Et ça passe par la proportionnelle, promesse d'Emmanuel Macron qui n'a pas été tenue, et il n'y a aucune raison pour lequel il a été contraint de ne pas la mettre en œuvre. Et ça passe par le référendum d'initiative citoyenne qui va permettre à 500 000 Français de pouvoir susciter un référendum, proposer ou abroger une loi. Madame Le Pen, dans le pays, ces abstentionnistes, ils disent que c'est bloc contre bloc, rejet contre rejet. Non, ce n'est pas vrai. À venir voter soit pour vous, soit pour Monsieur Macron. Non, je ne le crois pas. D'abord, il y a un phénomène assez classique dans une élection présidentielle. Au premier tour, on choisit, on le sait, et on le dit, et au second tour, on écarte. Mais il n'en demeure pas moins que moi, j'ai rencontré des dizaines de milliers de Français, et je peux vous dire que c'est par envie.
qu'il souhaite mon élection. Par envie. On verra ça. Envie de changement, envie d'une modification radicale du rapport aussi de la politique au peuple, envie de peser à nouveau, et puis envie d'être respecté, envie de justice sociale, envie de bon sens en réalité, parce que c'est ça fondamentalement. C'est le bon sens qui devrait mener la politique. Moi, je suis une mère de famille, peut-être ai-je ce bon sens qu'Emmanuel Macron a perdu de vue, et c'est ce que je veux en fait pour les Français, c'est mettre en œuvre cette politique de bon sens. Sur le fond, Emmanuel Macron a lancé pendant ce débat une accusation très grave contre vous, remettant en cause votre indépendance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie, vous a-t-il dit. Ça va laisser des traces? Écoutez, je n'espère pas, car la réalité c'est que c'est un mensonge et une diffamation. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, c'est grave de dire ça quand on est président de la République. Car il sait très bien que le fait que nous ayons fait un emprunt, non pas auprès de la Russie, parce que là encore, c'est un mensonge, auprès d'une banque tchéco-russe qui n'était même pas une banque d'État. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'entre-temps elle a fait faillite et elle a été rachetée. Donc tout cela est diffamatoire, tout cela a vocation à me salir, mais je crois que les Français... Certaines de vos positions actuelles... Non, mais écoutez, arrêtez. Non, mais voilà, ça découle de son accusation. Mais bien sûr, mais évidemment que non. La preuve en est d'ailleurs, c'est que les positions que j'ai toujours eues à l'égard de la Russie sont les mêmes que celles d'Emmanuel Macron. Les mêmes. Quand il a reçu M. Poutine à Brégançon dans sa maison de vacances, il l'a pas reçu à l'Élysée dans un cadre... officiel, dans sa maison de vacances, c'est en 2019. Il dit la même chose que moi, Emmanuel Macron. Donc j'ai une vision géopolitique qui est déterminée par l'intérêt de la France et des Français, et exclusivement par l'intérêt de la France et des Français, et accessoirement par sa sécurité future. Il y a la position actuelle, Marine Le Pen, et la position à venir, si vous êtes élu dimanche, sur l'Ukraine. Si je prends ce qui s'est passé dans cette campagne de premier tour, Éric Zemmour a quelque part joué le rôle d'un paratonnerre. Il a pris la foudre. Aujourd'hui, vous la prenez davantage sur l'international et sur l'Ukraine. Par exemple, lors de votre conférence de presse à ce sujet, vous avez dit, et le timing a interrogé, il faut une alliance stratégique avec la Russie. Était-ce vraiment le moment, en pleine guerre, alors qu'on va découvrir malheureusement probablement d'autres Boutcha et Mariupol, eh bien qu'il faut une alliance avec ce pays, ce grand... Ça n'est absolument pas ce que j'ai dit. Une alliance stratégique entre l'OTAN et la Russie. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la France était une puissance d'équilibre, dont l'objectif toujours dans le monde est de rechercher les voies de la paix et d'assurer la sécurité future de notre pays, bien entendu, mais également de l'Europe. Et que, à l'issue de la guerre, lorsqu'un traité de paix aura été signé, il faudra que la France contribue à un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Bien. Pourquoi était-ce le moment de le dire? Non, mais il est toujours le moment de dire des vérités. Vous voyez ce que je veux dire? Et dire une vérité, c'est dire que la pire chose qui pourrait arriver pour notre sécurité future, ce serait une quasi-fusion entre la Chine et la Russie. La constitution d'un bloc entre la Chine et la Russie, un bloc qui pourrait être d'ailleurs monétaire, qui pourrait être économique, qui pourrait être également peut-être militaire, serait peut-être le plus grand danger du XXIe siècle pour la sécurité et pour l'équilibre de la France et de l'Europe. Donc, parce que c'est la vérité, eh bien, je le dis, je n'ai pas peur de cette vérité, et je crois qu'avoir une vision, c'est peut-être ce qui manque à Emmanuel Macron d'ailleurs. L'horizon de fin de guerre en pleine guerre est difficile pour certains, Madame Le Pen, à entendre, tout simplement. Et pourtant, il faudra que cette guerre se termine. Voilà, il faudra que cette guerre se termine, et je crois d'ailleurs que la France cherche à contribuer, comme le fait d'ailleurs Israël, comme le fait la Turquie, comme le fait l'Allemagne, à trouver une issue. Parce que cette guerre, et je le souhaite qu'elle se termine le plus vite possible, je le souhaite parce que il y a des civils qui sont aujourd'hui en train d'être tués. Il y a des civils qui meurent tous les jours en Ukraine. Et donc, nous devons de développer tous les moyens de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, précisément pour éviter des victimes. En armant l'Ukraine, en votant toutes les sanctions prévues à l'avenir contre la Russie? Non. En votant une aide financière à l'Ukraine? Non. Vos députés, vos eurodéputés les voteront? Alors ça aussi, c'est un mensonge qui a été proféré par Emmanuel Macron pendant le débat, quand il a dit que les eurodéputés
du Rassemblement national avait refusé les sanctions, l'aide financière. Avait refusé de voter l'aide financière. Oui, c'était avant l'invasion russe, en effet. C'était la réalité. C'était avant l'invasion russe et c'était surtout après un rapport de la Cour des comptes européenne qui avait indiqué que les milliards qui avaient été envoyés à l'Ukraine par l'Union européenne s'étaient perdus dans les réseaux d'une vaste corruption. Voilà. Gouvernementale ? Ah, écoutez, je vais pas vous faire eh bien, allez donc non, allez voir donc ce rapport de la Cour des comptes du mois de septembre qui est intéressant. Mais tout ça, c'est pour vous dire que c'est sur la base de ce rapport de la Cour des comptes que, mais c'était avant la guerre, c'était avant l'invasion. Donc, vous voyez, tout est dénaturé et ça démontre une forme de fébrilité de la part, en réalité, du président de la République candidat, parce que s'il n'était pas fébrile, il irait contester mon projet tel qu'il est, sans être obligé de mentir, sans être obligé de le dénaturer. Le choc des projets, je précise qu'il est 8h15 sur nos antennes communes, CNews et Europe 1 pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. La situation internationale est liée à notre situation et au pouvoir d'achat. Sur ce point, véritablement, c'est deux chocs de projets et même de philosophie. Emmanuel Macron, lors du débat, a longuement insisté, Madame Le Pen, sur vos incohérences, dit-il. Il a pointé que vos baisses d'impôts et de charges ne bénéficient pas aux Français les plus modestes. Vous, qui vous êtes présentée comme la candidate du pouvoir d'achat, c'est peut-être la critique la plus rude à votre égard. Comment vous y répondez aujourd'hui ? Enfin, excusez-moi, mais ce propos n'a aucun sens. Lorsque je veux baisser la TVA sur l'ensemble de l'énergie, gaz, électricité, fuel et carburant de 20 à 5,5%, évidemment que ça va profiter aux plus modestes. Ça cible toutes les catégories sociales de manière aveugle et indéterminée. Mais parce que ça bénéficie à l'un, ça supprime à l'autre. Non, c'est un Qu'est-ce qu'on est en train? Il est en train d'expliquer que il faut pas le faire parce qu'il y a des gens qui sont aisés qui vont pouvoir en bénéficier. Donc parce que des gens aisés pourraient en bénéficier, eh bien les gens qui sont modestes ne pourront pas en bénéficier. Enfin, vous voyez que c'est lui qui est du côté, en l'occurrence, de l'absurde, je veux dire l'incompétence pour le coup, et de son côté. Bon, moi, ce que je viens dire, c'est que l'impact des mesures que je propose pour les Français est considérable. C'est pour l'électricité un gain de 110 € par an. C'est pour le gaz un gain de 130 € par an. C'est pour le gazole un bénéfice pour les Français, un gain de 17,50 € par plein, 43 centimes par litre en moins à la pompe. C'est pour le fuel 590 € par an d'économie, les mesures que je veux mettre en œuvre. Évidemment que ça va profiter à ceux qui en ont besoin. Maintenant, Madame Mabrouk, non, je ne vais pas mettre en place une mesure qui va consister à obliger les Français à aller chercher de l'essence à la pompe avec leur déclaration d'impôt. Vous voyez, je trouve qu'on a déjà beaucoup souffert de la bureaucratie pendant la crise de Covid, où on s'auto-administrait des attestations pour aller les présenter à droite et à gauche. Arrêtons avec cela. Tous les Français, y compris les classes moyennes d'ailleurs, ont besoin de retrouver du pouvoir d'achat, mais il s'agit là de leur rendre en réalité leur argent. Et j'assume totalement de mettre en place des mesures qui bénéficient à tout le monde. Alors justement, sur le fait que vous proposez un panier de 100 produits avec un TVA à taux zéro, il dit que ça va profiter à la grande distribution, que c'est fondamentalement injuste parce que cela bénéficiera aussi aux ménages les plus aisés. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux cibler cette mesure? Mais évidemment que non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison d'abord parce que quand on met une TVA à 0%, on met en place les conditions de contrôle d'abus de marge. Vous imaginez bien que je ne vais pas baisser la TVA, supprimer la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité alimentaire et d'hygiène pour permettre à la grande distribution de se faire des marges supplémentaires. Donc nous opérerons un contrôle extrêmement strict pour éviter effectivement que la grande distribution en profite pour augmenter... il l'avait tenté sur la TVA dans la restauration, et ça avait bénéficié aux restaurateurs plus qu'aux consommateurs. Oui, mais il n'avait peut-être pas justement fait, c'était pas lui d'ailleurs, mais le nécessaire pour faire cette vérification qui est beaucoup plus facile à faire sur des produits de première nécessité où il existe en réalité une concurrence qui est une concurrence très, très forte. Mais surtout là où il a tort, c'est qu'en réalité le poids dans le budget de ces produits de première nécessité alimentaire et d'hygiène est beaucoup plus important pour
les classes populaires et pour les classes moyennes que pour les classes aisées. Donc évidemment, c'est un avantage qui va être très important pour les classes populaires et les classes moyennes. Et encore une fois, Mme Ferrari, je ne vais pas demander aux gens de venir avec leur déclaration d'impôt à la caisse du supermarché pour voir s'ils ont la possibilité d'obtenir ou pas. En revanche, je vais vous dire, les chèques qu'il fait, ça oui, c'est inflationniste. Parce qu'en réalité, les producteurs se disent, il y a un chèque qui est donné aux consommateurs, donc du coup, on peut continuer à augmenter les prix, puisque les consommateurs pourront, grâce à ce chèque, payer. Ça, c'est inflationniste. Ça entretient le cercle de l'inflation contre lequel il faut évidemment lutter. Moi, je vais vous donner juste un exemple de la vie quotidienne. La TVA à 0%, ça va permettre de faire passer l'inflation qui frappe les fruits et légumes et qui est actuellement à 7,2% à 1,7%. Donc vous voyez que en réalité, mes mesures sont en plus désinflationnistes. Ce sont deux visions, en tous les cas, vraiment différentes, presque antinomiques sur ce sujet. Il y avait un sujet central sur lequel vous vous êtes opposé également, c'est l'augmentation des salaires. Et ça a été l'objet d'une clarification de votre part, mais elle est presque évidente. Évidemment, ça dépend de la volonté des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire les augmentations de salaire ne se font qu'en fonction de la volonté des entrepreneurs. Alors d'abord, pardonnez-moi, mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur ce sujet. J'ai présenté cette mesure 2000 fois, donc personne ne doute de cette situation. Mais d'abord, je tiens à dire quand même que je revalorise les revenus des enseignants et des soignants, que je donne un complément de revenus pour les apprentis et les alternants de 200 à 300 euros par mois, en plus de ce qu'ils touchent actuellement, aux étudiants qui travaillent, qui pourront toucher aussi de 200 à 300 euros par mois s'ils sont boursiers, lorsqu'ils travaillent à côté de leurs études. Parce que je trouve que c'est un effort de travailler à côté de ses études, il faut que cette valeur travail soit récompensée. Concernant la mesure que je propose, c'est une mesure exactement comme la prime Macron. Sauf qu'elle est beaucoup plus intelligente que la mesure de la prime Macron. Bien sûr que j'incite les entreprises, je l'ai dit toujours, mais j'ai encore... Vous voyez, hier, j'étais avec des routiers, des patrons de petites entreprises, et qui me disaient, mais oui, elle est très bien, votre mesure, parce qu'en fait, nous savons que nous devons augmenter. On va vous dire l'inverse. Non, mais ils l'ont dit, oui, enfin, ils l'ont dit devant les journalistes, donc j'ai pas de difficulté. Moi, je raconte pas de crack, vous savez, Mabrouk. Ils l'ont dit devant les journalistes. Ils disent oui, on a besoin d'augmenter les salaires, mais on ne peut pas le faire parce que précisément les charges qui sont attachées à cette augmentation de salaire, nous n'arrivons pas à y faire face. Donc je leur dis, si vous augmentez les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, parce que je veux que les classes moyennes en profitent aussi. Souvent les dispositifs sont sur le SMIC, du coup ça crée des trappes à bas salaire. Donc si vous augmentez de 10%, eh bien je gèlerai pendant 5 ans les charges qui sont associées à cette augmentation. Mais pourquoi mon système est beaucoup plus intelligent que le sien? C'est que lui, il dit aux entreprises, si vous voulez donner une prime, qui est triplée, ça peut aller. Oui, enfin, la dernière fois, on s'est aperçu qu'en réalité, cette prime, elle avait été mise en œuvre par les grands groupes. Mais beaucoup moins, évidemment, pour les salariés de TPE, PME. Eh bien, j'enlève les charges, je la défiscalise, etc. C'est très bien. Mais dans la vie de tous les jours, Madame Ferrari, quand vous avez une prime, eh bien, le propriétaire à qui vous cherchez à louer un bien, il regarde pas les primes, il regarde le salaire. Le banquier à qui vous allez chercher, auprès de qui vous allez chercher un emprunt, il regarde votre salaire, il regarde pas les primes parce qu'il sait que les primes, eh bien, un coup ça tombe pas. Alors que quand on augmente le salaire de 10%, il est augmenté de 10%. Et pourtant, il reste le candidat des entreprises. Et pourtant, il reste le candidat Emmanuel Macron du milieu économique et financier. Et pourtant, il reste le candidat... le candidat du milieu financier, j'en doute pas une demi-seconde. Mais ça peut compter parfois dans l'équilibre d'un pays, la situation économique, Madame Le Pen. Alors pourquoi cette confiance, on va la voir dimanche, si elle se vérifie, pour ce candidat sur sa crédibilité économique, et pourquoi vous pêchez encore, semble-t-il, en tous les cas, si on en croit les forces vives économiques de ce pays, sur ce plan-là? Alors, je pense que Emmanuel Macron est effectivement très apprécié du CAC 40 et des milieux financiers. C'est normal, ils ont enregistré des résultats historiques. Mais je rappelle qu'Emmanuel Macron a fait 600 milliards d'euros de dette.
600 milliards d'euros de dette. Alors que des milieux financiers considèrent que faire 600 milliards d'euros de dette et mener la dette française à 3 000 milliards d'euros est la démonstration de la maîtrise de l'économie, les bras m'en tombent. Il y a eu la pandémie, vous le savez parfaitement. Non, il n'y a pas eu... explique une partie. Oui, un tiers. Une partie. Un tiers. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, avant le Covid, avait déjà fait 245 milliards d'euros de dette avant le Covid. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Mozart de la finance a suscité un certain nombre de déceptions sur ses résultats économiques. La productivité est déplorable depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Pas avant, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Le commerce extérieur a un déficit historique. On est obligé d'admettre que les résultats économiques d'Emmanuel Macron sont mauvais. On a perdu 14 500 emplois dans l'industrie sur le quinquennat. Ça, on a créé... contesté par certains économistes. Non, personne ne conteste le fait qu'on a perdu 14 500 emplois industriels. Ce sont les chiffres officiels. On a donc personne en l'occurrence, personne ne le conteste. Alors oui, on a créé des emplois. On a créé des emplois de coursiers. Voilà, de livreurs, Deliveroo. Oui, ça, on a créé. En grande partie, un quart, par exemple, des emplois qui ont été créés grâce aux investissements étrangers sont des emplois de ce type. Vous dites qu'on va faire une économie des emplois précaires. Des emplois ubérisés. Vous voyez, des emplois à la tâche. Mais ça, c'est une régression sociale qui est totale, qui est absolue. Je veux dire, c'est la marque d'un pays en voie de sous-développement. On ne peut pas admettre cela. Ça n'est pas le progrès, ça. Ça, c'est le retour en arrière, et même bien en arrière. Donc, vous voyez que quand on regarde précisément les résultats économiques d'Emmanuel Macron, très objectivement, ils sont mauvais. Alors c'est sûr, certains en ont bénéficié. Mais moi, ce que je veux, c'est que tout le monde bénéficie des résultats économiques, pas seulement quelques-uns. Comment vous recréez de l'emploi? Il a souligné qu'il n'y a pas le mot chômage une seule fois dans votre programme. Comment vous recréez de l'emploi? Parce que c'est la clé. La clé pour le régime de retraite, la clé pour relancer la croissance. C'est la clé. Oui, la productivité aussi. C'est la clé pour le régime de retraite, je vous le signale. Parce que moins on a de productivité, je vous ai amené d'ailleurs c'est intéressant, hein, je vous ai amené le schéma. Vous voyez la barre? C'est le début du mandat. Alors nos auditeurs ne l'entendent pas. C'est le début du mandat. Okay. C'est le début du mandat d'Emmanuel Macron. Vous voyez le décrochage, ça c'est l'OCDE, 1,8% de hausse de la productivité par an, et ça c'est Emmanuel Macron 0,1%. La France, selon vos ça c'est très décroche. Pourquoi? Parce que je le dis pour nos auditeurs. Parce que la productivité, elle détermine évidemment la richesse qui est créée, et donc la capacité à soutenir notre régime de retraite. Alors comment est-ce que je crée de l'emploi? Eh bien, je crée de l'emploi d'abord en m'attaquant au taux d'activité des jeunes, par toutes les mesures que j'ai prises pour les alternants, pour les apprentis, pour les étudiants qui travaillent, mais aussi par la retraite, puisque je leur dis, en entrant plus tôt sur le marché du travail, vous partirez plus tôt à la retraite et jamais après 42 annuités. Tiens, en parlant de retraite, j'ai entendu Emmanuel Macron hier confirmer aux 20h de France 2 que donc un jeune homme ou une jeune fille qui commencerait à travailler à 20 ans cotiserait donc bien dans son système 45 ans. 45 ans. C'est ça la conséquence de la retraite à 65 ans. Et je vais même vous dire mieux. Un jeune homme ou une jeune fille qui commencerait à 18 ans serait obligé de cotiser 47 ans. Car les carrières longues, c'est quand on a commencé à travailler avant 18 ans. Donc, si on commence à 18 ans, eh bien, on cotisera 47 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle social? Ça dépend de la pénibilité de certains métiers. Qu'est-ce que c'est que ce modèle social qu'il propose? Mais c'est une horreur, pardon. On a le droit quand même de pouvoir envisager de profiter de sa retraite, de profiter de sa famille, après une vie de labeur. Donc moi, je viens dire, la retraite sera entre 40 annuités et 60 ans et n'ira pas au-delà de 42 annuités et 62 ans pour avoir une retraite pleine. Bien sûr. Encore, Marine Le Pen choque des projets sur ce sujet éminemment important des retraites. J'ai pas répondu intégralement à votre question. Hein. Allez-y. Je baisse les impôts de production, je baisse la contribution foncière des entreprises, je baisse la C3S dans les lieux de relocalisation pour les TPE-PME. Parce que moi, mes baisses d'impôts, c'est au bénéfice des TPE-PME. C'est pas au bénéfice des grands groupes. Je fais du patriotisme économique.
c'est-à-dire que j'avantage dans les marchés publics les entreprises françaises, je fais du localisme, j'arrête avec l'hyper-normalisation et surtout, j'investis avec mon fonds souverain qui est un fonds sur fonds privés, donc qui ne mobilise pas l'argent de l'État et qui va permettre d'investir dans la réindustrialisation, dans les entreprises. Entre les baisses d'impôts et les augmentations des salaires de tous, c'est Noël. Hein, il est 8h30, on est en direct sur CNews et sur Noël Europe 1. à l'Élysée, pardonnez-moi, parce que là, ce sont que des bonnes nouvelles. Entre toutes ces augmentations de salaires et les baisses d'impôts, on a l'impression que tout ce qui n'a pas pu être fait en 30, 40 ans en France va être fait d'un coup de baguette magique. Mais vous avez raison, mais ça fait 30 et 40 ans en France qu'on fait exactement la même chose. Donc faut pas s'étonner, quand on fait la même chose, on a les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats qui sont mauvais parce qu'on a ouvert notre pays à la mondialisation sauvage, qu'on refuse de la réguler, qu'on refuse de faire du patriotisme économique, que encore une fois on refuse de considérer que les salaires des Français c'est quelque chose d'important pour pouvoir leur permettre précisément de vivre bien. Donc c'est un changement d'orientation effectivement de l'économie. Mais ce que je mets en place là, d'autres pays en revanche le font et ils le font avec des résultats qui évidemment sont bien meilleurs. Alors que les... je le redis, 8h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Marine Le Pen qui est notre invitée. La question du voile vous a vivement opposé à Emmanuel Macron lors de ce débat. Vous avez redit clairement cette fois votre position. Interdiction dans l'espace public. Vous aviez envisagé à un moment d'infléchir cette position. Emmanuel Macron était en déplacement hier en Seine-Saint-Denis. Il a réaffirmé que vous souhaitez la guerre civile. Comment vous contrez cet argument de la peur? Alors d'abord... La guerre civile. Emmanuel Macron, sur ce sujet comme sur bien d'autres, c'est le en même temps. Hein. Il a dit tout et l'inverse de tout. Vous avez aussi changé de position. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron disant que le voile pose un problème de civilité. Je me souviens son ministre, Monsieur Blanquer, dire que le voile n'avait rien à faire en France, etc., etc. Donc, il a aujourd'hui changé d'avis pour des raisons d'opportunité. C'est-à-dire ce propos, je vais vous dire, il est extrêmement insultant. En réalité. Sur la guerre civile? Ouais. Il est très insultant, pas à mon égard. Il est très insultant à l'égard des musulmans. Très insultant. Pourquoi? Parce qu'il voudrait dire, en fait, il suggère que si on mettait en place une loi qui interdisait le voile, eh bien, ça entraînerait des émeutes. Et qu'un certain nombre de Français de confession musulmane seraient prêts à entrer en sécession avec la loi et refuseraient de se soumettre à la loi française. Moi, je ne le crois pas. Vous voyez, je leur fais confiance. À chaque fois, vous savez, qu'on prend une loi, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que cette loi va à l'encontre de leur confort, va à l'encontre de leur intérêt même parfois. Et pourtant, ils s'y soumettent. Parce que c'est ça la règle démocratique. La règle démocratique, c'est que quand la majorité décide quelque chose, eh bien, tout le monde doit se soumettre à la loi et à la Constitution. Mais moyennant quoi, je vais vous dire, ce sujet du voile, ça n'est qu'une toute petite partie en réalité du projet que je veux mettre en œuvre pour lutter contre l'islam. Non, on va pas rester parce que moi je vais expliquer la philosophie. J'ai un argument parce que sur cette question, si vous voulez, Madame vous allez Le Pen. tous sur des micro-sujets, mais je pense que les Français peuvent pas comprendre. C'est une proposition de votre part. Oui, mais ils ne peuvent pas comprendre. Mais en réalité, vous voyez, non, Madame Mabrouk, si vous aviez regardé mon projet de loi sur l'islamisme, le mot voile n'y est pas. Donc ça me permet... C'est un problème qu'il y soit ? Mais non, c'est que c'est une loi. Donc ça me permet de vous dire que l'objectif de la loi, c'est la lutte contre l'islamisme. L'islamisme, c'est ce qui a suscité sur notre territoire le terrorisme. D'accord? Il faut quand même se souvenir de ce que c'est que l'islamisme. C'est l'abandon de nos principes républicains, c'est l'attaque de la laïcité, c'est l'attaque de nos lois, c'est l'attaque de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont, c'est encore une fois une idéologie totalitaire contre laquelle je veux lutter. Je veux lutter dans les associations où elle se diffuse, dans le financement qu'elle reçoit sur le territoire, dans le recrutement qu'elle effectue dans les quartiers, c'est-à-dire partout où elle s'exprime, dans les mosquées radicales. Mon projet de loi a vocation à cela. Et dans le cadre de ce projet de loi, je considère que les islamistes font peser sur notamment les femmes une pression qui est inadmissible et qui en réalité les oblige à porter le voile. Et regardez un peu ce qui se passe depuis 10 ans dans notre pays. C'est une inflation de femmes qui portent le voile, une inflation de femmes qui portent le voile. Est-ce qu'interdire le voile ne ferait pas de ce signe un signe contraire de résistance? Pourquoi? Parce que vous avez pensé à cet argument. Pourquoi? Parce que celles qui ne le portent pas sont isolées en réalité. Sont isolées. Elles sont mises de côté. Elles sont jugées. Elles sont jugées. Et ça, en France, sur le territoire national,
en 2022, je ne peux pas l'accepter. Il y a un argument de dire, pardonnez-moi, je reformule, c'est très important. D'ailleurs, on est passé très rapidement du voile à l'islamisme, donc je reviens au voile et on va aborder la lutte contre l'islamisme. Est-ce qu'interdire le voile, Madame Le Pen, n'en ferait pas un signe, au contraire, de résistance et finalement n'irait pas dans le sens des plus radicaux? Ça vous fait sourire, mais c'est une Oui, vraie... je vais vous dire pourquoi ça me fait sourire, parce que j'ai l'impression de revivre et d'entendre exactement les mêmes arguments que ceux que j'avais entendus pour la burqa. Les mêmes, dans le débat qui a consisté à interdire la burqa, les mêmes arguments étaient développés. Ça va devenir un signe de résistance, ça va entraîner la guerre civile, on serait le premier pays au monde à interdire la burqa. Eh bien oui, on a été le premier pays au monde à interdire la burqa. Et c'est normal, parce que la France, précisément dans son histoire, a toujours été le premier pays du monde à défendre la liberté des individus. Vous en faites un étendard, en réalité, mais une non, loi étendard. Mais non, donc que encore une fois nous soyons le premier pays devrait être un élément de fierté de notre part et pas un élément de complexe. Donc je viens dire qu'il se passera avec le voile la même chose qu'avec la burqa. Maintenant, permettez-moi quand même parce que ce qu'on a considéré comme étant une atténuation de ma part, oui. Ça n'est pas une atténuation. Qu'est-ce que vous voulez interdire précisément? C'est que je comprends très bien, si vous voulez, que je vois très bien, parce que je vis avec les gens, parce que je parle avec eux, que bien entendu, des femmes âgées qui parfois portent le voile pour toute autre raison, en réalité, que cette pression islamiste. Bien sûr que je comprends. Vous pensez à que ça puisse... Athènes? Oui, pas seulement. Je pense à la personne âgée que j'ai rencontrée sur un marché. Je comprends cela. Je comprends que ça puisse leur poser un problème. Mais je leur dis que leur rôle de grand-mère, c'est de protéger leur petite fille. C'est ça en réalité, je le crois, et que je leur demande de m'aider en fait à protéger leur petite fille, pour que leur petite fille ne soit pas soumise à cette pression islamiste qui font d'elle des impures si elle refuse de porter le voile. Mais peut-être que certaines d'entre elles le portent par conviction, tout simplement, Madame Le Pen. Par conviction Non. Par conviction quoi, islamiste? Musulmane. Oui, non, mais encore une Ça fois, s'appelle la foi. Mais encore une fois, le voile, enfin, je ne vais pas rentrer dans une conversation théologique, pardon, mais il y a toute une série de pays musulmans qui ont interdit le voile. Ils sont musulmans. Donc le problème n'est pas d'être musulman ou de ne pas être musulman. Le problème... Quel pays musulman n'impose pas le voile? Je suis désolé, mais enfin, la Turquie, par exemple, avait interdit le port du voile. Donc... voilà, c'est le résultat qu'on voit. Juste un exemple, oui, vous donner. Non, mais parlons-en, c'est un sujet intéressant d'avoir votre vision aussi des pays. C'est un sujet intéressant. Mais pardon, mais c'est un sujet qui est très intéressant, mais qui concerne pas. Je suis obligée de le rappeler quand même, parce que en France, il y a 66 ou 7 millions de Français. Et c'est quand même un sujet qui concerne les mineurs. Non, pas mineurs, mais qui concerne une ultra-minorité. Voilà. On est avant une élection présidentielle. Il y a des sujets qui sont fondamentaux. La ruralité, le rééquilibrage territorial, la sécurité aussi dans les campagnes, les problématiques effectivement de l'immigration qui n'ont jamais été aussi importantes que sous Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat, l'économie, les TPE-PME. Vous voyez, donc... Oui, mais c'est deux visions de la société. Pardonnez-moi, j'y reviens parce qu'on a commencé par le voile et vous êtes allé très rapidement sur la lutte contre l'islamisme qui est fondamentale. Nous sommes d'accord que ce sont deux sujets différents ou il y a un lien selon... Non, parce que je pense que ce sont les islamistes qui imposent, en réalité, par la pression idéologique qu'ils mettent en œuvre, ce sont eux qui imposent le voile aux femmes. Donc le lien pour vous est fait presque direct. Oui, ça ne veut pas dire, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que les femmes qui portent le voile sont islamistes. Hein. Ça veut dire qu'elles subissent la pression d'une idéologie que je souhaite combattre dans notre pays parce que je considère, encore une fois, qu'elle va à l'encontre de nos valeurs, de nos principes et même de nos principes constitutionnels. Est-ce que ces thèmes, le voile, mais surtout la laïcité et j'ajoute sécurité, immigration, sont aujourd'hui des thèmes toujours aussi importants pour vous, Madame Le Pen? On a vu qu'ils sont arrivés lors de ce débat d'entre-deux tours quasiment à la fin. C'est peut-être une question de tirage au sort. Oui, alors là, pour le coup, je n'y suis pour rien. Bien sûr, mais je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est davantage, évidemment, le pouvoir d'achat, l'insécurité économique, plutôt qu'une forme d'insécurité culturelle et parfois physique? Les deux, mon capitaine.
Les deux, mon capitaine. La réalité, c'est que c'est ça ce que je souhaite être. La présidente du régalien et la présidente du quotidien. Justement, je veux être la présidente qui protège la sécurité physique, la sécurité du quotidien des Français, mais aussi leur sécurité économique et leur sécurité sociale. Mais ce sont deux sujets qui d'abord sont très importants, mais qui sont aussi liés. Parce que l'immigration nous coûte très cher. Nous sommes un pays très généreux, qui accordons toute une série d'aides aux gens qui viennent sur notre territoire, y compris aux gens qui y viennent de manière illégale. Ne rapportent-ils pas autant ces étrangers qui travaillent en cotisation sociale que ce qu'ils nous coûtent, madame? Non, bien sûr. C'est Jean Tirole, prix Nobel d'économie aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais enfin, Jean Tirole, pour le coup, a un développement là idéologique. Et d'ailleurs, si Jean Tirole avait convaincu qui que ce soit en France, qui que ce soit, que l'immigration rapportait de l'argent, mais vous auriez des gens... Non, il dit qu'il ne... Ça ne mais il y a des gens qui vous expliqueraient qu'il faudrait plus d'immigration. Or, personne ne vous dit qu'il faut plus d'immigration. Évidemment, chacun sait que, avec les mesures que je veux mettre en œuvre, c'est 16 milliards d'euros par an, en vitesse de croisière, bien entendu, que je récupérerai en accordant, par exemple, les allocations familiales exclusivement en français, en accordant aux étrangers des aides de solidarité exclusivement s'ils peuvent justifier de 5 ans d'équivalent temps plein en France, en limitant le regroupement familial, en gérant le droit d'asile dans les consulats et les ambassades françaises plutôt que directement sur notre territoire, où lorsqu'ils ne l'obtiennent pas, les gens qui le demandent en réalité restent comme des clandestins, en gérant le problème des mineurs non accompagnés, qui est un problème qui coûte quand même 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an à nos départements qui n'en peuvent plus, qui appellent à l'aide l'État en disant nous ne pouvons plus assumer. Souvent, ils n'ont pas leurs papiers, ils sont inexpulsables, ces jeunes. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, car en réalité, ils viennent très souvent de pays avec lesquels on peut demain avoir une conversation ferme. Elle s'est tenue, elle n'a pas beaucoup porté ses fruits. Non, je ne crois pas que la conversation a été ferme. Ferme, ça veut dire... Nous n'avons pas les moyens de cette fermeté, selon vous? Nous ne les avons pas mis sur la table? Oui, voilà, je pense qu'on ne les a pas mis sur la table, en effet. Donc je pense qu'il faut commencer par les mettre sur la table, en disant, si vous ne reprenez pas vos nationaux, que nous souhaitons voir partir du pays, parce qu'ils sont clandestins ou parce qu'ils sont délinquants et criminels ou parce qu'ils ont troublé l'ordre public gravement, eh bien, nous arrêterons tous les visas. Prenons un exemple, l'Algérie, voilà, madame. Tous les visas. Par exemple, vous êtes élu, vous êtes à l'Élysée et vous voulez faire appliquer ces fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Vous avez votre, évidemment, discussion avec l'Algérie, mais l'Algérie est aussi un partenaire. Par exemple, elle peut nous livrer du gaz. On peut en avoir besoin si l'embargo sur le pétrole et gaz russe se met en place. Non, nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Je vous le dis. Il y a quelques jours, vous m'avez cité l'Algérie. Non, oui, mais je vous le dis très clairement. Je l'ai dit d'ailleurs dans la conférence de presse sur l'international que j'ai prononcée. En réalité, nous n'avons pas besoin économiquement de l'Algérie. Mais nous avons intérêt à avoir des bonnes relations économiques avec l'Algérie. Moi, je suis pas en guerre avec l'Algérie. Moi, je souhaite une normalisation des relations avec l'Algérie. Mais je serai extrêmement clair et ferme. Oui, s'il refuse de... Que mettez-vous dans la balance? Eh bien, je vais vous répondre si vous ne me coupez pas la parole. Voilà, je m'apprêtais à vous le dire, Madame Mavron. Donc, je dirais très clairement à l'Algérie, en préambule, nous allons supprimer l'intégralité des visas. Plus aucun Algérien, y compris ceux qui sont au pouvoir, ne pourra devenir propriétaire d'un bien en France. Les Algériens ne pourront plus renvoyer d'argent en Algérie. Et nous... les Algériens de France. Les Algériens de France, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passera comme ça tant que vous ne reprendrez pas vos nationaux. Parce que ne pas reprendre ces nationaux, c'est violer le droit international. Donc on ne peut pas, encore une fois, accepter cela en disant bah, c'est comme ça, on va continuer à accepter que le droit international soit violé et que donc nos intérêts aussi soient mis en cause. Moi, je suis pour que nous défendions les intérêts de la France et que nous le fassions en toute amitié, mais en toute fermeté. On parle des ressortissants français d'origine algérienne, pour être très précis. On va avancer, il est 8h43 en direct sur CNews et sur Europe 1. On est à quelques encablures de ce second tour. Est-ce que, si vous ne remportez pas cette élection, c'est une hypothèse, votre score sera déterminant quand même pour la suite, notamment pour la bataille des législatives qui s'annonce serrée?
Oui, vous enjambez la présidentielle. Permettez-moi de ne pas souhaiter le faire à ce stade de l'élection. Maintenant, il est évident, de manière traditionnelle, que le score que l'on peut obtenir à l'élection présidentielle a évidemment une conséquence sur la bataille législative qui suit. Vous espérez plus que 7 députés, j'imagine? Ah bah j'espère. Enfin. The Economist nous a fait descendre dans son classement sur la démocratie. Nous sommes devenus, sous le mandat d'Emmanuel Macron, une démocratie défaillante. Rendez-vous compte, la France parce qu'elle ne est devenue, pas les forces politiques mais parce qu'il y a un problème, il y a des problèmes partout dans notre pays sur le plan démocratique. Nous sommes devenus une démocratie défaillante. Et un des éléments, c'est évidemment que des courants de pensée qui sont extrêmement forts et qui représentent des millions de nos compatriotes ne sont pas correctement représentés à l'Assemblée nationale, qui est le lieu où l'on vote la loi commune. Et ça, c'est un problème majeur. D'ailleurs, encore une fois, Emmanuel Macron le sait, puisqu'il s'était engagé à mettre en œuvre la proportionnelle et qu'il a rompu sa promesse. Démocratie défaillante, dites-vous à l'appui de ce que vous citez, et Emmanuel Macron vous renvoie à démocratie ou régime illibéral. En citant, oui. Vous à la tête de la France. Oui, vous savez, on n'est pas à n'importe quoi près, en l'occurrence. Ça vous permet de clarifier, Madame Le Pen, et de répondre, c'est-à-dire un régime à la hongroise, finalement, avec un droit national, et ça c'est votre volonté, qui prime sur le droit européen, et ça veut dire, en tous les cas, si on en croit ces arguments, une démocratie fortement abîmée et atrophiée. Que dites-vous ? Non mais écoutez, c'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire, on peut pas dire tout et l'inverse de tout. On ne peut pas dire que mon projet est un projet antidémocratique, alors que je propose précisément de donner au peuple français à nouveau le pouvoir du référendum, le pouvoir d'être représenté à l'Assemblée nationale. On ne peut pas tenir ce discours-là. Ça n'a aucun sens, sauf à considérer que le général de Gaulle était illibéral. Voilà, car en réalité, qu'est-ce que je souhaite ? Je souhaite précisément m'inscrire me ressourcer à la Constitution de la 5e. Je rappelle que la Constitution de la 5e dit clairement dans son article 2 que notre principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je rappelle que l'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc je ne vois pas ce qu'il y a d'illibéral dans ce que je propose. Au contraire, une offensive sur une renaissance démocratique. Offensive sur le bloc de constitutionnalité, considérer le Conseil constitutionnel comme un organe un petit peu technique et finalement secondaire de notre démocratie. Mais qui a dit ça ? Vous m'avez entendu dire ça quand et où ? Je vous oppose les arguments pour que vous puissiez les clarifier. Non mais d'accord, mais si vous voulez, le Conseil constitutionnel a tout son rôle, il n'y a aucune difficulté, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà. Il ne peut pas vérifier la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle, puisque par définition, l'objectif d'un référendum, c'est de réviser la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême des Français. C'est eux et eux seuls, à mon avis, d'ailleurs, qui peuvent en réalité modifier cette loi suprême, puisque c'est la leur. Mais d'ailleurs, c'est ce qui avait poussé le général de Gaulle à dire le peuple est la Cour suprême. Le peuple est la Cour suprême. Voilà ce que disait le général de Gaulle, et c'est évidemment cela. Mais vous savez, l'hostilité, en réalité, avec laquelle... l'hostilité qu'il exprime, Emmanuel Macron, à l'idée de donner la parole au peuple. Mais en fait, c'est l'hostilité qu'il a à l'égard du peuple. Il propose des référendums aussi. C'est l'hostilité à l'égard du peuple, en réalité. Il propose un référendum sur la loi de... Voilà, parce que quand on ne veut pas permettre au peuple de s'exprimer, c'est qu'en réalité, on le craint, ou on veut le combattre. De jour d'une grande élection. Ou on veut le contourner. Voilà, c'est cela le problème de fond d'Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui a un problème démocratique. Madame Le Pen, c'est pas moi au contraire. Quel que soit le résultat de dimanche, le pays sera fracturé lundi matin. Il y a un immense chantier de réconciliation des Français. Oui, vous avez raison. Quelle que soit la force politique qui sera majoritaire dans notre pays. Et on voit qu'il y a 3 gros blocs. Le bloc autour d'Emmanuel Macron, autour de vous, autour de Jean-Luc Mélenchon. Quel projet de concorde nationale peut nous mener sur ce chemin de la réconciliation? Mais d'abord, pas antagoniser les... D'abord toutes les mesures que je propose. Parce que vous voyez, on a vécu 5 ans de chaos. 5 ans de manifestations, 5 ans de violence, 5 ans de brutalité, 5 ans d'une relation toxique
qu'Emmanuel Macron a mis en œuvre avec le peuple. Donc c'est en même temps des mesures démocratiques et en même temps le comportement. C'est-à-dire le respect que l'on a à l'égard du peuple. Vous voyez, Emmanuel Macron, il me traite d'extrême droite. Il traite donc des millions de Français d'extrême droite. Vous croyez que c'est quelque chose... Vous n'êtes pas patriote? Est-ce que ces électeurs ne sont pas patriotes? Vous croyez que c'est quelque chose... Madame Le Pen. Non, ça n'est pas ce que... Voyez, j'ai dit qu'il avait une vision post-nationale. Est-ce que ces électeurs l'ont aussi? Mais une vision post-nationale, c'est une vision qui considère que la nation est une structure qui ne sert plus à rien et qu'il faut en réalité effacer le processus démocratique et au bénéfice d'un processus de l'Union européenne, effacer les frontières. Voilà, c'est une vision post-nationale. Mais ce n'est pas une insulte. Alors que extrême droite est une insulte. Donc moi je veux effectivement être la présidente de la concorde. Je veux être la présidente de la réparation du peuple avec ses dirigeants. Et je serai la présidente de tous les Français, pas seulement de ceux qui ont voté pour moi. Pas seulement de ceux qui ont voté pour moi. Et jamais je n'ai eu de propos à l'égard des électeurs d'Emmanuel Macron qui soient un tant soit peu, exprimant un tant soit peu une hostilité. Voilà, les choses sont extrêmement claires. L'inverse n'est pas vrai. Comment est-ce que je veux dire ? À 2 jours de ce second tour, Madame Le Pen, on vous voit beaucoup, on voit vos lieutenants aussi évidemment dans les médias, et beaucoup de Français s'interrogent quand même sur cette photographie. Si vous êtes élu sur le perron de l'Élysée, qui avec vous, qui aux postes les plus importants, qui va mener la bataille pour défendre la France sur le plan international, qui va mener la bataille économique? Je sais que vous ne voulez pas répondre à la question, mais quand même, il restera toujours dans l'esprit de certains Français, mais qui va entourer Marine Le Pen? Alors c'est drôle parce que c'est une question que personne ne m'a jamais posée en 8 mois de campagne. Non mais parce que vous dites les Français non, les journalistes voilà. Les Français, eux, ils ont confiance. Ceux qui choisissent mon projet, ils ont confiance en moi. Ils savent très bien que le projet de très grande qualité que je leur propose, je ne l'ai pas conçu toute seule, bien entendu. Qu'il y a autour de moi des experts, qu'il y a des spécialistes de l'international, des diplomates, des magistrats. Alors j'ai donné un nom parce que je voulais leur montrer le niveau qui est celui de ceux qui sont autour de moi. C'est le nom de Jean-Paul Garot, qui sera mon ministre de la Justice et dont l'intégralité du parcours plaide pour lui. Et il se trouve d'ailleurs qu'il était rapporteur de la loi sur l'interdiction de la burqa. Vous voyez, bon, donc il y a une forme de continuité, mais c'est pour leur montrer qu'il y a autour de moi des gens qui vont véritablement prendre en considération leur situation et mettre en œuvre le projet que nous avons tous ensemble conçu à leur bénéfice, à leur service. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans l'entre-deux tours de cette présidentielle. Il appelle les Français à l'élire Premier ministre à travers les législatives. Il promet l'enfer au président ou à la présidente s'il est Premier ministre. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui pèse Il a 11 millions de voix qui ont voté. J'ai l'impression que... Jean-Luc Mélenchon, il s'est arrêté le 10 avril. Bon, il cherche à enjamber l'élection présidentielle. Moi, je veux pas mentir aux Français. Voilà, je leur dis de la manière la plus claire qui soit. Le quinquennat entraîne une chose, c'est que celui qui est élu président de la République a, dans les 2 mois qui suivent, une majorité. Voilà, c'est ça la logique du quinquennat. Par conséquent, si Emmanuel Macron est élu président, il aura une majorité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire croire que si on vote Emmanuel Macron, on va pouvoir avoir une cohabitation. C'est faux, c'est un mensonge. Et donc Emmanuel Macron aura la possibilité de mettre en œuvre l'intégralité de son projet, la retraite à 65 ans, le démantèlement de l'école de la République et tout le reste. Voilà. Et si je suis élu président de la République, j'aurai une majorité pour gouverner. Les Français ont le droit à cette vérité-là pour ne pas, encore une fois, être poussés. Parce que ce que cherche à faire Jean-Luc Mélenchon, et c'est quand même... jamais votre Premier ministre. C'est quand même pas très, objectivement, c'est quand même pas très honnête à l'égard des Français, des électeurs. C'est de dire, vous pouvez voter Emmanuel Macron, car et voter pour moi aux législatives, comme ça je contrerai Emmanuel Macron. C'est faux. Donc que tout le monde le sache. De la 5e, rien que la 5e. On va presque conclure... Du quinquennat, pas de la 5e.
du quinquennat. Ça s'inscrit quand même dans une tradition de la 5e. Madame Le Pen, une dernière non, puisque question. avant, lorsqu'il y avait un septennat, il y avait, vous le savez très bien, des cohabitations. Effectivement, c'est une nuance importante. Si Emmanuel Macron est élu, il dit qu'à la fin de ce prochain quinquennat, la vie des Français va changer, qu'il va changer de méthode. Si vous êtes élu dans 5 ans, pas demain, dans 5 ans, qu'est-ce qui aura changé très concrètement dans la vie des Français et même dans le regard des étrangers sur notre pays, sur la France? En une minute. Mais tout aura changé. Voilà, l'économie aura changé, la manière dont les Français, encore une fois, participent à la démocratie aura changé, leur pouvoir d'achat aura changé, leur qualité de vie aura changé, parce que l'école, parce que la sécurité dans les rues, parce que la maîtrise, encore une fois, de nos frontières et puis le respect de leur volonté, c'est-à-dire l'expression qui aura été la leur au travers précisément de cette renaissance démocratique. Tout aura changé. Merci beaucoup Marine Le Pen Merci d'être venue ce matin sur nos 2 antennes. Merci à vous. Europe 1 et CNews. Merci Sonia Mabrouk. Merci à vous, Laurent. Bonne journée à vous tous sur nos 2 antennes. Très bonne journée.